Vous écrivez page 71. Par la mise en place d'une prise en charge généralisée et d'une législation omniprésente, cette société croissante a quasiment achevé la phase de déresponsabilisation globale de l'individu et se prépare à l'étape suivante qui consistera en une infantilisation radicale du même individu, lui ôtant durablement toute capacité d'action autonome. Déjà réduit à la portion congrue d'une poignée de réfractaires passifs, les zélateurs de la responsabilité individuelle font figure de dangereux anarchistes aux yeux de la multitude accablante des utilisateurs exosomatiques de l'État. Tout d'abord, je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'un utilisateur exosomatique de l'État ? J'ai repris l'adjectif exosomatique chez Nicolas Georgescu-Roygen, qui l'a beaucoup utilisé dans ses travaux sur l'entropie, qui définit un élément exosomatique comme un élément créé par l'homme, mais distinct de son corps physique, servant d'outil, que l'homme s'approprie et qui constitue en quelque sorte le prolongement de l'un de ses membres. Alors, ça peut être bien entendu un outil, un marteau, une pioche, mais dans le texte que vous citez, il s'agit tout simplement de l'État, et qui devient prolongement du bras de l'individu, c'est-à-dire outil pour réaliser quelque chose. Outil pour obtenir, notamment, la satisfaction de certaines revendications. Est-ce que cette multitude a conscience que l'État, par sa législation omniprésente, elle la prive de responsabilité individuelle, ou bien ne voit-elle que le côté bénéfique de toujours pouvoir se référer à une loi ? Je pense qu'il y a un amalgame de beaucoup de choses, notamment des deux éléments que vous citez, c'est-à-dire la prise en charge et parallèlement à cette prise en charge, il y a certainement chez différents individus une perception plus ou moins importante de sa perte de responsabilité. Un citoyen objectif, normalement, doit pouvoir constater la loi des vases communicants qui, appliquée à cette thématique, fait que plus l'État prend en charge ses soucis quotidiens, moins il en a la responsabilité. Tous les contrôles qu'un individu, par exemple dans le domaine de la consommation, peut être amené à faire lorsqu'il achète tel ou tel produit, ces contrôles, par exemple, eh bien, ne sont plus nécessaires à partir du moment où l'État prend en charge lui-même les contrôles et garantit, labellise, certifie au consommateur qu'il peut aller acheter en toute confiance. Donc, c'est, je pense, pour l'ensemble, pour la grande majorité des individus, une perception pas forcément évidente de cette perte de responsabilité, alors que dans la constatation objective et quotidienne de la façon dont se passent les choses, il est bien évident que le contrôle de l'État sur quasiment tous les comportements des individus lui enlève cette responsabilité. Donc, objectivement, perte de responsabilité, subjectivement, je ne suis pas certain que tous les individus aient réellement conscience du niveau de perte de cette responsabilité. Je pense qu'il y en a très peu qui en ont conscience. Il faudrait faire un sondage, et je ne sais pas si les réponses seraient bien honnêtes à ce type de questions. Mais en fait, peu importe le jugement qu'on peut porter
porter sur cette affaire, ce qui me paraît important, c'est justement la constatation objective qu'il y a perte de responsabilité, qu'il y a diminution de responsabilité et délégation de cette responsabilité à l'État. Page 72, vous écrivez « Du côté de l'État, cette responsabilité a varié de façon inversement proportionnelle à la croissance. » Que voulez-vous dire par là? L'État serait-il de moins en moins responsable? Oui, c'est exactement pareil que l'individu. Il y a une diminution, il y a une décroissance de la responsabilité, aussi bien chez l'individu, puisque c'est l'État qui prend en charge donc tous ces soucis. Il y a également une décroissance de la responsabilité de l'État ces derniers siècles, corrélativement à la croissance économique. C'est l'essentiel des exemples que je cite dans ce chapitre, qui traite de la perte de responsabilité de l'État ou du refus de l'État de prendre ses responsabilités. Si on compare la façon dont l'État se comporte vis-à-vis des responsabilités maintenant et par rapport à l'époque féodale, par exemple, à l'époque féodale, l'État était autosuffisant sur ces domaines, d'une part, alors qu'aujourd'hui, l'État finance toutes ses actions par la coercition fiscale, donc il y a un prélèvement obligatoire, un prélèvement de force sur l'individu, chose qui se passait tout à fait différemment à l'époque médiévale. Dans le domaine militaire, il faut rappeler que à l'époque féodale, les seigneurs assuraient eux-mêmes, avec leurs chevaliers et leurs armées, la sécurité des citoyens. Alors que l'État moderne a recours à la conscription et n'assure pas la sécurité avec ses propres forces, mais prélève des contingents dans la population active. Ces deux exemples, qui ne veulent absolument pas dire que l'État féodal était beaucoup mieux que l'État moderne, montrent qu'il y a une diminution de la responsabilité de l'État, notamment dans ces deux domaines, mais il y en a d'autres. Page 72, la principale caractéristique de l'État bourgeois est d'échouer dans tout ce qu'il entreprend, sans pour autant subir de sanctions, puisque les alternances de personnel politique se déroulent généralement sans heurts, témoignant ainsi d'une absence de dissemblance aveuglante entre les sortants et leurs successeurs. Vous ne reconnaissez donc aucun rôle positif à l'État tel qu'il est? N'est-ce pas prétentieux et peu juste de dire que l'État échoue dans tout ce qu'il entreprend? En vertu de quelle analyse pouvez-vous être aussi péremptoire? Alors, ça n'est pas une analyse, c'est une constatation. L'État entreprend beaucoup de choses, il entreprend quasiment tout. Il entreprend d'intervenir, de réguler tous les domaines de la vie publique, professionnelle, civile, voire privée des individus. Et nous sommes bien obligés de constater qu'il échoue. L'État entreprend de réduire le chômage, il échoue. L'État entreprend de réduire l'insécurité, il échoue. L'État entreprend de redresser les entreprises, de développer l'activité industrielle des entreprises, il échoue. Et on peut multiplier comme ça à l'infini, on peut faire une liste exhaustive de toutes les actions de l'État et on va s'apercevoir qu'il ne réussit pratiquement dans aucune entreprise qu'il initie. Et nous revenons sur cette affaire de responsabilité. Donc l'État échoue
dans ce qu'il entreprend. Ce qu'il entreprend, en principe, c'est une mission que le peuple lui a confiée. Donc le peuple lui confie une mission, l'État ne mène pas à bien cette mission, mais il n'en assume pas la responsabilité. Il n'est pas sanctionné, il n'est même pas sanctionnable sur les échecs de ces entreprises. Alors que le moindre entrepreneur privé, le moindre travailleur libre qui entreprend une activité et qui ne réussit pas son activité a immédiatement la sanction de la faillite et d'ailleurs la sanction de tous les organismes étatiques. Mais l'État, lui, a l'impunité chaque fois qu'il échoue dans la mission que le peuple lui a confiée. Et donc on a bien un exemple supplémentaire de la perte de responsabilité de l'État moderne. Bah, il y a quand même une sanction lors des élections. Il peut y avoir une sanction lors des élections. Oui, il y a une sanction une fois tous les 5 ans. Alors, une fois tous les 5 ans, et seulement une fois tous les 5 ans, l'État se soumet au verdict du suffrage universel et pose la question de sa responsabilité. Mais cette consultation est en fait un jeu de dupes, parce que les alternatives qui sont laissées à l'électeur de sanctionner, donc de mettre l'État défaillant devant ses responsabilités, est biaisée par le fait que les autres prétendants à la succession de l'État en place sont totalement identiques. On a affaire à une classe qui est une classe politique avec différentes tendances, mais très très peu dissemblables, voire totalement identiques, d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, ce qui fait que l'alternative théorique est en fait pas une alternative du tout, puisqu'il s'agit de sanctionner Pierre pour mettre Paul à sa place, mais Pierre est le frère de Paul. Donc il n'y a absolument aucune différence. Page 74. Cette dictature de la majorité est en réalité celle d'une oligarchie d'élus faussement disparate et peu encline à risquer le verdict populaire plus d'une fois par tranche quinquennale. Que proposeriez-vous pour que le peuple puisse s'exprimer, participer, voire légiférer de façon régulière et non pas simplement lors des élections tous les 5 ans? Voilà une bien grande question. On pourrait déjà commencer à améliorer un petit peu les choses en faisant en sorte, ou en établissant l'usage que l'État se mette en situation de responsabilité devant le peuple plus d'une fois, plus qu'une fois tous les 5 ans. Il faudrait pour cela que les principales lois qui sont étudiées, débattues et votées par le Parlement, par exemple, soient proposées à la ratification du suffrage universel. La Constitution le permet, mais depuis début de la Ve République, par exemple, nous avons eu un recours au suffrage universel, au suffrage universel par le biais du référendum, extrêmement rarement. Si, au contraire, toutes les grandes lois étaient soumises à la ratification du suffrage universel, on se rendrait compte d'ailleurs que la plupart ne seraient pas votées ou seraient amendées, et de ce fait, l'État mettrait réellement sa responsabilité en cause et en balance dans le scrutin et assumerait, avec l'aval du peuple,
ses choix législatifs et politiques, alors qu'actuellement, il ne l'assume pas. Page 75. La décroissance économique risque de rebattre les cartes du jeu social en imposant consubstantiellement une décroissance de l'État et une réhabilitation de la responsabilité individuelle. En quoi cette décroissance économique entraînerait une décroissance de l'État et quelles en seraient les conséquences ? Cette question rejoint le débat que nous avons déjà eu dans le chapitre précédent concernant la liberté individuelle. La décroissance économique, c'est une décroissance inéluctable et constatée à son corps défendant par l'État. L'État, lui, qui, au contraire, depuis 150 ans, fonde toute sa légitimité sur « je vais faire de la croissance ». Je vais vous donner de la croissance vous donnera un niveau de vie et la croissance va régler tous les problèmes que vous rencontrez. Plus exactement, si vous rencontrez un problème et que vous faites un recours, vous citoyens, à moi, État, je vais régler ce problème par la croissance. La croissance devenant impossible, pour des raisons géologiques, pour des raisons anthropiques, l'État perd tout son fondement. Perdant ses bases, bien entendu, en principe, on peut imaginer que sa crédibilité également s'effondrera et que les gens, l'opinion publique, qui jusqu'à présent avaient considéré que l'État était en mesure, avec la croissance, de répondre justement à toutes ces demandes de prise en charge, l'individu de base sera bien obligé de constater que l'État n'y arrive plus. Donc décrédibilisation de l'État et donc rétrogradation, décroissance de l'État. Décroissance de l'État, décroissance de la prise en charge par l'État de l'individu, et la conséquence logique de la diminution de la prise en charge de l'individu par les dispositifs étatiques va forcément, c'est tout à fait logique, se traduire par une augmentation de la responsabilité individuelle face à chaque acte de la vie courante.